Frérisme, imam détaché, islam de France, marché du halal, islamophobie, imam ou influenceur musulman sur les réseaux sociaux, tous ces sujets sont peu ou mal connus. Pour éclairer notre lanterne, nous recevons aujourd'hui Florence Bergeaud-Blaclair, une femme courageuse qui a décidé de dire non à l'entrisme des frères musulmans en France. Bonjour Florence Bergeaud-Blaclair, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour resituer tout le monde, vous êtes docteur en anthropologie, vous m'arrêtez si je me trompe, et chercheuse au CNRS. Vous avez récemment écrit un livre qui s'appelle « Le frérisme et ses réseaux » aux éditions Odile Jacob. Donc le frérisme, on va en parler, évidemment. Mais on va d'abord commencer par un petit point d'actualité, la question des imams détachés. Et là, je me permets d'introduire Gaspard de Malherbe, qui est journaliste chez Valeurs Actuelles, et qui a planché sur ce sujet-là, et qui va du coup nous expliquer un peu le contexte des imams détachés. Tout à fait. En février 2020, Emmanuel Macron annonce la fin progressive des imams détachés. C'est maintenant actif depuis le 1er janvier, où normalement, ils ont encore 3 mois, il me semble, pour régulariser leur position en France, avant de devoir soit quitter le territoire, soit être rémunéré différemment. Voilà, qu'est-ce que c'est en fait un imam détaché ? On ne connaît pas forcément en fait, le terme précis. Qui est concerné Alors, un imam détaché est un fonctionnaire du culte envoyé par le pays, son pays d'origine, donc l'Algérie, le Maroc ou la Turquie en France, et qui a pour vocation donc de guider la prière, de tenir le poste d'imam. Un imam n'est qu'un guide de prière, ça n'est pas un théologien. Il y a des imams théologiens, mais ils sont beaucoup plus rares. Et donc, ces imams-là sont envoyés par leur pays, payés donc par leur pays d'origine. Et c'est cette mesure donc qui vise à supprimer cet imamat détaché qui concerne en réalité assez peu de monde, puisque c'est à peu près 10% de l'ensemble des imams. Donc sur grosso modo 3000 mosquées recensées en France, on a à peu près 3000 imams, certains à mi-temps, certains sont à 2 pour une mosquée, etc. Et donc ça représente 10%, c'est-à-dire 300, je crois qu'il y avait 150 imams turcs, une vingtaine d'imams marocains, enfin je ne sais plus exactement, et le reste qui étaient des imams algériens. Donc en fait ça ne va pas véritablement changer les choses, puisque ça ne va affecter que 10%. Mais alors, pourquoi il posait problème ou pourquoi cette mesure en fait, pourquoi revenir en arrière de quelque chose qui était actif ? L'idée en fait c'est que les ennuis qui nous viennent de l'islam nous viendraient de l'étranger. C'est une vieille idée fausse, malheureusement, qui a conduit le président de la République à faire une promesse qui a dû calmer un certain nombre de personnes. Mais je pense que c'est une mauvaise façon de voir les choses. En tout cas, elle est inexacte plutôt. Et les problèmes qui nous viennent, les problèmes de radicalisme, de fondamentalisme, d'intégrisme qui nous viennent de l'islam ne viennent pas de l'étranger. Ils sont déjà très bien implantés en France depuis l'arrivée, on va dire, des frères musulmans, c'est-à-dire les années 1980. Mais ces imams, ils prennent leurs ordres du coup directement du pays d'origine. Ils ont une sorte de charte qu'ils doivent respecter qui n'est pas liée à la France, mais directement au pays qui les paye. Alors bien sûr, il y a des mots d'ordre, des directives. Alors ça dépend des pays. Les Turcs sont effectivement, c'est le ministère des Affaires religieuses turques qui envoie ces imams avec un certain nombre d'instructions. Pour la mosquée de Paris, c'est quand même le recteur de la mosquée de Paris qui vit en France, Chemseddine Hafiz, qui donne son autorisation sur le contenu des prêches. Donc bien sûr, il fait attention à ce qu'il dit par rapport au pays d'origine. Et il y a un certain nombre de directives, on l'a vu autour après les massacres du 7 octobre, un certain nombre de prêches qui ont été tenues, notamment par les ressortissants algériens, et donc immédiatement mettant en cause Israël en évitant de parler des massacres. On voit que la voix de l'Algérie aussi se porte à travers ces imams. Mais je dirais que sur le contenu du culte en lui-même, enfin, ça a assez peu d'incidence. En réalité, ces imams détachés ont à voir avec les consulats et avec les politiques consulaires sur les ressortissants turcs, marocains ou algériens, mais en termes cultuels, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les jeunes, de façon générale, préfèrent les imams TikTok ou des réseaux sociaux. Alors quand je dis imams TikTok, ça ne veut pas dire qu'ils sont ignorants.
Ils sont généralement assez bien formés. Ils sont issus des 2 générations réislamisées par les frères musulmans, donc ils ont quand même un bagage théologique minimal au moins. Et ceux-là, généralement, n'officient pas dans les mosquées. Ils officient de fait dans les associations islamiques, où on apprend la religion, où on apprend l'arabe, ou dans les salles de sport, etc. Donc en fait, l'islam frériste, dont je parle dans mon livre, est un islam qui se veut plutôt français, et qui est déconnecté en fait de ces imams détachés. Mais alors, revenir juste sur cette mesure concrète, par rapport à ce que vous dites là, en fait, en quoi elle peut vraiment changer les choses? Elle ne change pas grand-chose, justement? Il y a aussi des fonds privés qui peuvent financer les... Est-ce que ces fonds sont contrôlés, en fait, l'autre manière d'être rémunéré quand on est imam, disons? Nous sommes dans un régime de séparation, hein, donc le public ne finance pas les cultes, et donc les cultes doivent bien se financer d'une manière ou d'une autre. Donc ça va être la communauté locale et aussi des dons étrangers. Il y a des imams étrangers qui ne sont pas détachés par les pays d'origine, mais qui sont financés par la communauté locale ou par des dons locaux ou étrangers. Donc là, l'idée, c'est que tous les imams soient financés de cette manière-là, en fait. Oui, enfin, je ne sais pas s'il y a véritablement une idée. Il y a une petite, c'est une mesure électoraliste. Enfin, c'est une mesure qui ne changera pas grand-chose, et puis qui était naturelle. Ça fait quand même 40 ans que le culte musulman existe et c'est vraiment implanté en France. Bon, bah, maintenant, il est temps de lâcher un peu les pays, le cordon ombilical d'origine. Justement, vous dites que l'islam s'est implanté en France. C'est aussi beaucoup, que ce soit des politiques, mais aussi des personnels religieux ou des penseurs, parlent d'un islam de France assez souvent, notamment Tarek Oubrou, récemment imam de Bordeaux. Qu'est-ce qu'ils entendent par islam de France, en fait? Un islam français, une charia française, une charia de minorité, etc. Ça, c'est effectivement le vocable frériste que tient Tarek Oubrou, qui est la tendance la plus modérée, la plus intellectuelle du mouvement des frères musulmans en général. L'idée, c'est de rassurer et puis de tenir sa place, d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics au niveau local, au niveau national. Donc, il faut rassurer absolument. Mais en réalité, ça ne veut strictement rien dire. Un islam français, il n'y a pas de christianisme français, pas plus de judaïsme français. Pourquoi y aurait-il un islam français? Donc, c'est plutôt une tactique pour se faire admettre et finalement prendre la représentativité du culte musulman, essayer de surpasser en fait la Grande Mosquée de Paris, qui a toujours tenu ce rôle en France depuis sa création, c'est-à-dire il y a un siècle. Mais voilà, pour moi, c'est purement tactique, mais c'est aussi intellectuel quand même, puisque l'idée d'imposer un islam français, c'est une façon aussi de dire, de ne pas accepter en fait la séparation du culte et de l'État et du politique. Puisque si vous faites un islam français, au fond, vous faites une confusion entre la charia et la loi locale. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est préoccupant, et ça montre en fait l'incapacité qu'ont les frères musulmans à penser la religion en dehors de la loi séculière. Quand vous parlez d'une charia des minorités, c'est quand même un mot assez fort. Qu'est-ce que ça représente pour vous, à terme, s'ils y arrivaient? Alors, au départ, c'est une idée de Youssef El-Qaradawi, donc, qui est le principal mentor des frères musulmans, notamment en Europe, c'est-à-dire là où il y a des minorités religieuses. Et l'idée, c'est de permettre aux populations locales musulmanes de ne pas perdre la charia, tout en accommodant en fait le contexte au texte. C'est-à-dire ne pas s'adapter au contexte légal, mais injecter les éléments religieux qui vont permettre justement d'être articulés à la loi, aux règles locales, à la culture locale, de façon à ne pas perdre son héritage, y compris légal. Parce que vous avez bien compris que le problème, c'est que l'islam porte aussi une loi. Il n'est pas que spiritualité, il porte aussi une loi et des règles très précises, des règles culturelles et sociétales en général, avec des valeurs particulières qui lui sont propres, avec des textes. Et cet héritage, il faut le conserver, disent les frères, et il faut garder le modèle prophétique et des pieux anciens. C'est ça le salafisme à l'origine. Les salafiyoun, ce sont les pieux anciens. Donc il faut garder cet héritage-là. Et pour cela,
il ne faut pas rompre. Pour ne pas rompre, il faut le faire coïncider avec les lois locales. Et c'est tout ce travail, en fait, de charia compatibilisation, comme je l'appelle, qui est proposé par les frères en disant « mais nous, on ne travaille qu'en dedans de la loi ». Et s'il faut la changer, la loi, eh ben, on la changera. Mais si tout le monde est d'accord, pourquoi ne pas la changer? Et c'est possible, ça, de ce que vous savez de la communauté musulmane en France? Est-ce que les musulmans sont d'accord avec cette version-là des faits? Est-ce que déjà tous les imams, au-delà des imams détachés, pensent comme ça? Ou est-ce qu'il y en a qui appliquent vraiment la charia sans penser aux lois françaises? Alors là, j'ai parlé plutôt des frères musulmans, donc je n'ai pas parlé des imams détachés. C'est plutôt les imams qui se sont installés en France à partir des années 80, qui ont été influencés par le frérisme, qui très tôt s'est pensé comme une prédication en contexte minoritaire. En fait, c'est un peu de la communication. Ça va plus loin, hein, ça va plus loin. Il faut apprendre aux musulmans qu'être musulman, ce n'est pas seulement aller à la mosquée ou pratiquer un culte, c'est consacrer toutes ces actions quotidiennes, au travail, ses relations, etc., à Dieu. Il faut plaire à Dieu en permanence. Et l'objectif, c'est bien sûr d'instaurer la société islamique transnationale partout dans le monde, et puis à titre individuel, ça c'est l'objectif collectif, et puis il y a l'objectif individuel qui est d'amasser suffisamment de hasanat, c'est-à-dire de bons points, d'indulgence si vous voulez, pour gagner le paradis, puisque Dieu contrôle en permanence ce que vous faites. Donc vous accumulez des actes et vous essayez vous essayez de pourchasser le mal chez vous-même et aussi chez les autres pour obtenir ce double objectif du salut personnel et du salut collectif. Et c'est là où ça peut coincer avec la République française, en fait, parce qu'il y a certaines habitudes, modes de vie qui en fait sont pas compatibles du tout avec l'Occident. Oui, mais leur objectif, c'est de rendre effectivement l'Occident, si vous voulez, ou l'Europe, compatible avec la charia. C'est-à-dire changer les règles, changer la culture, peu à peu habituer notre espace, nos modes de vie à cette présence, et puis faire attention à ce qu'on dit, hein, l'autocensure qu'on s'inflige parce qu'il ne faudrait rien dire sur le prophète ou sur telle ou telle religion, ça participe en fait de ce climat d'inquiétude aussi, mais aussi de la présence d'un groupe politico-religieux fort qui dit Dieu est la solution. Et c'est le retour de la théocratie. On n'emploie pas assez suffisamment ce terme, et pourtant, les frères musulmans ne sont pas des théologiens, ce sont des théocrates. Quand vous parlez de transfrontalier comme vision un peu d'islam, ça rejoint l'idée de la Oumma ou... Oui, c'est ça, bien sûr. L'Oumma, c'est la nation islamique. Alors, on peut le traduire de diverses manières, mais dans leur esprit, et quand je parle des frères musulmans, je pourrais plutôt élargir au frérisme, c'est-à-dire la pensée des frères musulmans telle qu'elle s'élabore aujourd'hui, c'est-à-dire 100 ans après sa création, avec toutes les transformations qu'elle a connues, son adaptation au contexte, etc. Donc c'est un mouvement, c'est ce que Kardaoui appelait le mouvement islamique, c'est beaucoup plus large que la confrérie. Et effectivement, ce mouvement-là veut peu à peu donc infuser la société pour la transformer de l'intérieur, mais dans le cadre de la loi. Parce que dans une société pacifiée comme la nôtre, agir différemment, c'est avoir des tas d'ennuis. Le djihadisme, par exemple, ça peut servir de temps en temps, mais enfin, les frères musulmans ne sont pas tout à fait pour, parce que, évidemment, ça crée des tas de problèmes, ça fait des crises, etc. Donc, de temps en temps, bon, on laissera un peu faire, mais ça n'est pas... passer un peu inaperçu, en fait, et de s'imposer dans le décor. D'autant que ça marche très bien. Ouais. Quand on passe inaperçu dans une société de transparence, ça marche très bien. Il suffit de dire, voilà, je ne suis pas frère musulman, je ne fais pas ceci, même si on le fait de toute façon manifestement, la justice est complètement perdue. Ce serait le cas, par exemple, de Tarek Oubrou, qui était vu comme... Enfin, j'ai cru comprendre qu'il était assez conservateur avant, et finalement, maintenant, il a une vision plus libérale. Est-ce que c'est aussi une manière, en fait, plutôt de faire imprégner ses idées en ayant l'air plus sympathique, plus ouvert? Mais pas seulement, je pense qu'il a compris que dans les sociétés européennes, occidentales, non musulmanes, il faut agir de cette façon, ça marche beaucoup mieux que si on agit de façon cassante et
Et donc son objectif n'a pas changé, c'est toujours la société islamique pour moi. On le voit d'ailleurs dans une très ancienne vidéo où il met en avant le califat, où il prône, hein, en fait l'État islamique. Il n'a pas profondément changé à mon sens. Par contre, c'est sur la méthode. Ouais, il a changé de stratégie. Il a changé de stratégie, et peut-être, je veux dire, avec conviction. C'est-à-dire qu'il se dit peut-être que la violence n'est pas une bonne chose. Mais son objectif est resté le même. D'accord. En fait, c'est une forme de taquilla, en fait, comme à l'époque. Bah, on est dans une guerre à très basse intensité menée par des théocrates contre des démocraties. Donc, la taquilla, c'est juste une méthode. Là, on parle d'une ruse, d'un art de la guerre. C'est-à-dire quand vous êtes dans une guerre de basse intensité, que vous voulez non violente, enfin, sauf si nécessité, mais le plus possible dans ce contexte-là, adapté donc au contexte donc plutôt pacifique, eh bien, vous avancez selon vos règles, vous rusez, vous faites en sorte que votre ennemi soit d'accord avec vous pour que vous puissiez infiltrer, entrer dans cette société et changer son ADN progressivement. C'est logique, c'est comment dire, c'est malin. C'est très malin, oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que, enfin, moi, ça me fait penser à un exemple. Après le 7 octobre, depuis, avec évidemment tous les événements tragiques qui se déroulent, il y a eu pas mal d'appels à des marches contre l'antisémitisme, où, dans cette logique, on se serait peut-être attendu à voir pas mal de musulmans, voire d'imams, mais ils ne sont pourtant pas venus, globalement. Est-ce que, voilà, c'est les limites un peu de cette stratégie aussi par rapport à la démocratie, en tout cas, et à ce qu'on attend d'eux? Oui et non. C'est vrai qu'il y a une forte poussée mondiale, hein, de l'Oumma, des pays musulmans, pour accuser Israël et mettre un mouchoir pudique sur le 7 octobre, qui fait qu'effectivement les musulmans, assez largement, vont se retrouver à accuser Israël de faire un génocide ou un nettoyage ethnique en Palestine. Ce qu'a dit Tarek Oubrou, qui bien sûr a été interviewé sur le sujet, est-ce que vous allez manifester? Je me souviens d'avoir entendu, bah oui, de toute façon, dans nos sociétés, on est bien obligé de manifester. Donc vous voyez le double discours, c'est on est bien obligé, donc c'était pas avec un grand enthousiasme, mais il sait qu'il s'adresse à deux publics très différents, qui sont très clivés. Et donc il fait en sorte, et c'est ça l'art du double discours d'ailleurs, que chacun croit qu'il ne s'adresse qu'à lui. Qu'il va chacun dans son sens. Donc ceux qui ont voulu entendre que les musulmans étaient quand même tout à fait disposés à aller manifester ont entendu, Tarek Oubrou, il a dit qu'il allait manifester, et les musulmans, qui ne sont pas tous les musulmans, mais les musulmans qui ne sont pas d'accord avec cette manifestation, ont entendu, oui, on va être encore obligés. C'est une pression qu'on nous met encore, vous voyez ? C'est ça le double discours, et Tarek Oubrou est un maître du double discours, comme l'était Tariq Ramadan, sur des registres très différents, et ils ne sont pas d'ailleurs tout à fait d'accord entre eux. Et on parle beaucoup des frères musulmans depuis tout à l'heure. Est-ce vous pouvez nous retracer en fait l'histoire des frères musulmans, l'origine de la confrérie, et ensuite comment c'est arrivé en France, dans les institutions européennes, quelle a été leur manœuvre? Je vais faire ça super court. Juste pour remettre tout le monde les dates clés, disons, c'est 1928, création de la confrérie des frères musulmans par Hassan el-Banna et ses disciples, qui veut créer une espèce de milice en Égypte, c'est ça, au Caire, en Égypte. Et le contexte, c'est 4 ans après la chute du califat, c'est-à-dire l'abolition du califat turc par Atatürk, qui va créer une espèce de séisme dans les esprits, qui pour nous va être un événement relativement banal, puisque on est dans la sécularisation, il y a eu la domination européenne, il y a eu ce qu'on appelle la modernisation, donc les Turcs se sont fait un peu les porte-drapeaux, et une partie des musulmans trouvent ça absolument insupportable, et dès 1924, donc dès la chute du califat, vont essayer de se réunir. En 1926, il y aura une réunion à Jérusalem pour essayer de recréer absolument ce califat. Et Hassan el-Banna comprend que on ne va pas continuer les discours, que maintenant il faut agir. Donc met en place ces milices. Alors on est dans un contexte de le communisme, a commencé, donc c'est la naissance de l'URSS, c'est
la préparation du nazisme aussi, donc l'homme nouveau, tout ce contexte qui pense le politique en termes totalitaires, évidemment, favorise le frérisme à ses origines, hein, qui se conçoit comme quelque chose d'absolument, qui gère absolument tout dans la vie, et s'appuie à la fois sur une partie de soufisme, sur le salafisme le plus étroit, c'est-à-dire l'imitation du prophète en tout, partout, tout le temps, et surtout un attachement absolu au texte et à la sunna, c'est-à-dire les faits et gestes les hadiths, hein, les faits et gestes du prophète, donc doivent être repris, aident à comprendre en fait l'action humaine. Donc il y a toute une théorie de l'action humaine qui se produit à ce moment-là dans diverses parties du monde. Et notamment dans le monde musulman. Alors, ce qu'il y a de particulier par rapport à d'autres, comme le nazisme ou le communisme, c'est que vraiment, d'abord, il y a un texte multiséculaire, et puis il y a la gestion des biens de salut de la terre et du ciel, quoi. Et ça, évidemment, avec, en plus, l'idée qu'il n'y a pas de clergé en islam et que chacun, en fait, est son propre juge et son propre responsable. Donc, c'est quand même assez bien, assez bien ficelé tout ça. Enfin, rien de la conscience et même presque de l'inconscience n'échappe, en fait, au regard religieux. Et comment du coup cette pensée des frères musulmans est arrivée Alors, il y a eu une période de décolonisation et de nationalisme qui a un peu mis les frères musulmans de côté. Ils ont d'ailleurs été violemment pourchassés en Égypte jusqu'à de se radicaliser. C'est la figure de Saïd Qutb qui sera pendu par Nasser en 1968, je crois. Je ne veux pas me tromper, il faudrait regarder la date précise. Et puis, c'est à peu près le moment où, puisqu'ils étaient pourchassés, les étudiants et intellectuels islamistes vont s'installer donc aux États-Unis, en Europe, notamment sur les campus universitaires, pour apprendre et pour commencer à propager en fait leur idéologie dans un contexte pacifique, où ils ont totale liberté de réunion, contrairement à l'Égypte et aux autres pays où ils sont chassés. Et ainsi à repenser en fait leur vocation, qui n'est plus seulement d'instaurer un État islamique dans les pays musulmans, mais de profiter de ce qu'ils sont en Occident et dans des pays où ils sont bien nourris et bien cultivés, où ils sont respectés, pour commencer ce qu'avait demandé le prophète, c'est-à-dire l'instauration d'un califat mondial. Et quel est le rapport de la France particulièrement avec les frères musulmans ? Est-ce que on sait les nommer ? Est-ce qu'on a peur des mots encore ? Oui, on a encore peur des mots. Moi, je le vois. Alors, mon livre a un peu changé les choses. Vous avez dû remarquer qu'on parle un peu plus du frérisme, alors qu'avant, on parlait du salafisme, des intégristes, etc. Donc, on parle un petit peu plus du frérisme. On a compris que c'était quand même un mouvement intelligent, politique, très sournois. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont rentrées mais par exemple, sur le service public, à la télévision, ça n'est toujours pas accepté. Effectivement, les journaux de gauche n'acceptent pas encore cette idée-là en disant « Oui, mais Florence Bergeau-Blaclair dit ça, mais elle considère que tout le monde est frériste. » Pas du tout. Si j'ai écrit un livre sur le frérisme, c'est pour dire que ça n'était pas l'islam. Alors, on m'embête aussi de l'autre côté en me disant « Oui, mais l'islam, c'est pareil que l'islamisme. » Non, je suis désolée, il y a une histoire, et moi, je prends en compte cette histoire sur un siècle, et on n'est pas exactement sur l'islam à très longue période. Donc, effectivement, il y a quand même un début de changement, en tout cas dans l'espace public. Il y a des mots qui commencent à être prononcés, notamment comme frérisme, mais c'est vrai qu'on a quand même subi 30 ou 40 ans de certains universitaires qui travaillaient sur le Moyen-Orient et sur le monde arabe, qui nous ont expliqué pendant donc des décennies que finalement l'islamisme n'était qu'une période intermédiaire avant la démocratisation de ces pays-là. C'était simplement un moyen de repenser le politique, mais en tenant compte de la tradition, pour instaurer une modernité locale. C'était, qui c'est qui pense ça, en fait, c'est Michel Foucault avec la révolution iranienne.
qui se disent pourquoi est-ce qu'on leur imposerait notre modèle démocratique? Est-ce qu'ils ne peuvent pas le retirer de leur propre tradition? Laissons-les, il faut le temps qu'ils le fassent à leur manière, ça ne nous ressemblera pas, mais il n'y a pas de problème, etc. On ne se rend pas compte du tout de leur projet. Et cette dimension du plan, je parle dans mon livre de la vision de l'identité et du plan, cette dimension du plan est absolument essentielle et c'est la question taboue par excellence. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand mon livre est sorti, beaucoup de collègues travaillant en sciences politiques, généralement sur cette question-là, m'ont immédiatement reproché d'être complotiste. Ces gens-là ne pouvaient pas avoir un plan. Comme si un mouvement théocratique, un mouvement politico-religieux n'avait pas le plan de Dieu. Tous ces mouvements-là ont toujours été guidés par la parole divine. Pourquoi est-ce que le dire serait si susceptible d'être complotiste? Non, c'est juste un fait. Un mouvement théocratique, il est guidé par le plan de Dieu. Donc il a un plan, il a des méthodes, et en plus, quand on lit les textes de Kardawi, pour prendre que lui, mais je pourrais aussi prendre l'exemple de Maududi, qui est un personnage pakistanais, donc hors du monde arabe, qui est très intéressant aussi. Tout est bien pensé, il y a une direction, il y a une volonté. Moi, je me souviens, quand je rencontrais les frères musulmans il y a 30 ans, ils m'expliquaient que c'était bien joli, notre Occident, notre modèle. C'était très bien, qu'ils en étaient d'ailleurs, qu'ils pensaient qu'à bien des égards, on était plus musulmans qu'eux, c'était intéressant, mais que nous n'avions pas d'objectif et que nous allions donc disparaître parce que nous n'avions pas cette visée, cet accord. Nous avions perdu le christianisme, donc nous étions des orphelins et que petit à petit, l'islam allait nous donner cette richesse, ce supplément d'âme que nous avions perdu. Pourquoi est-ce qu'il disait qu'on était plus musulmans qu'eux? Parce que dans le sens où il considère que les pays musulmans ne sont pas assez musulmans, sont corrompus, et donc en rupture, en valeurs et en normes avec le Coran, alors qu'il y a des pratiques que nous avons en Occident, de la liberté d'expression, ils en parlent aussi, de la justice, qui est, selon eux, plus proche de l'islam, des hadiths et... Okay. Donc ce qu'ils veulent, c'est la synthèse, en fait, des deux. Ouais. Ils sont quand même pour une forme aussi de justice, disons, plus libre, presque plus démocratique que dans certains pays où il y a l'islam comme religion d'État. Oui, parce que... C'est loin de la charia là-dessus, je veux dire. Oui, parce que quand on lit un peu l'histoire du prophète, effectivement, il y a des choses que les pays musulmans autocratiques devraient, enfin c'est ce qu'ils pensent, dont ils devraient s'inspirer. L'idée aussi que l'islam a libéré les femmes. Parce que avant, dans la période pré-islamique, on enterrait les filles vivantes. Ça, c'est les premières choses qu'on apprend quand on va prendre des cours à la mosquée Fréris, ou peut-être à la mosquée, je ne sais pas, c'est que l'islam a libéré la femme. Donc voilà, si vous voulez, ils vont trouver dans leurs textes, dans leur tradition, des éléments qui montrent que le prophète est plus juste aujourd'hui, était plus juste à l'époque que les pays musulmans aujourd'hui. Mais sur cette idée de libération de la femme dont ils parlent, du coup, eux, par exemple, sont contre le voile intégral ou ils vont être pour aussi? Ah non, mais pour eux, le voile intégral libère la femme des assauts masculins. Ah oui, d'accord. Vous voyez, donc faut savoir effectivement de quoi. Et la question, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que la question, ce n'est pas si on doit porter le voile ou pas, c'est si on doit le porter intégralement ou pas. Voilà, c'est plutôt ça. Et même jusqu'aux yeux, enfin, en laissant juste apparaître les yeux. C'était plutôt les grands débats qu'il y a eu, c'était vraiment dans le fondamentalisme dont les frères font partie, c'est plutôt est-ce qu'on cache les yeux ou pas, mais évidemment qu'on cache le corps, ça se pose même pas. Dans vos sujets, on parlait typiquement de cette espèce d'infiltration des frères musulmans dans le monde occidental et qui passe aussi par des choses très concrètes comme les produits halal qui sont de plus en plus répandus dans les supermarchés, notamment français. Et vous faites un lien avec les produits halal et les grandes mosquées de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe justement, parce que c'est la grande mosquée de Paris qui labellise en fait les produits halal? C'est compliqué, c'est une affaire compliquée, le marché halal. D'abord, le marché halal n'est pas tenu par les musulmans.
déjà, qui produit des viandes, de la pharmacie, des produits de beauté et autres, ce sont des entreprises conventionnelles. C'est-à-dire n'importe quelle entreprise peut produire aussi la mode pudique, etc. Mais qui donne les instructions pour que ces produits soient effectivement halal, puissent être labellisés, certifiés halal, c'est les certificateurs. Et c'est une toute petite partie, en fait, de cette industrie. Vous avez l'industrie productive, puis vous avez les certificateurs qui disent ça, c'est halal, ça, c'est pas halal. Soit qu'ils sont sur des entreprises, ça dépend. Si une entreprise de viande, ça peut être un contrat annuel. Un certificateur par voilà, entreprise. C'est ça. Okay. Ça peut être un contrat annuel qu'on signe dans un bureau. Ça peut être aussi un contrat plus des contrôles sur place, etc. Ça dépend du niveau de halal que vous voulez, du type de la certification que vous voulez utiliser. Il y a des certifications qui se vendent mieux parce qu'elles sont réputées plus sérieuses, etc. Donc c'est un deal entre le producteur, sa clientèle, et puis l'association qui va certifier les produits, puisqu'il y a un marché de la certification. Oui, justement, ils viennent d'où ces certificats? Ils sont formés par qui? Demain, vous pouvez monter votre propre certification halal, si vous voulez. J'ai pas besoin d'un cachet de quelqu'un? Vous avez besoin de rien du tout, sinon d'être réputée bonne musulmane, ce qui est quand même peut-être pas encore le cas. Pas encore le cas, non. Voilà. Donc il faut en fait produire cette réputation pour ensuite pouvoir vendre. Donc ça prend un certain temps. Il n'y a pas de contrôle d'imam ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de contrôle public, il n'y a pas de contrôle. Personne ne peut dire c'est halal et c'est pas halal. C'est déjà la première difficulté. Donc du coup, le marché de la certification est né à peu près dans les années 1980, ce qui a permis donc de développer un nouveau marché qui est le marché halal, qui n'existait pas auparavant. Surtout que la viande des gens du livre, c'est-à-dire des chrétiens et des juifs, était réputée donc licite. Donc il n'y avait pas besoin de faire un marché spécifique. Mais quand les frères sont arrivés, ils se sont dit on va faire comme les juifs qui en retirent de l'argent et on va créer notre marché à nous. Et puis parce que la viande des gens du livre peut-être, mais les gens du livre ne sont plus aussi pratiquants qu'avant, donc on ne peut pas leur faire confiance. Donc voilà, donc ils ont créé cette certification qui a produit de la méfiance sur le marché, c'est-à-dire que il y avait cette certification, mais les clients se disaient « Ouais, mais est-ce que c'est vraiment halal ?» Donc, une autre entreprise était créée qui disait « Non, mais nous, on est beaucoup plus halal que le voisin, etc. » Et c'est comme ça, en fait, que s'est créé un marché de la certification. 3 mosquées ont été agréées pour la sacrification, ce qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire la possibilité de sacrifier les animaux en abattoir public ou privé en France. C'est la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon et la mosquée d'Évry, et ça c'était au début des années 90. L'idée c'était de capter en fait l'argent qui pouvait être reçu d'une taxe en fait sur cette sacrification pour permettre à ces mosquées de s'autofinancer et de ne pas avoir recours aux fonds étrangers réputés radicaux. Donc c'était déjà une mauvaise compréhension. C'est l'État français qui leur a dit vous pouvez vous certifier les produits halal. D'accord. Voilà. Okay. Alors pas certifier, hein, encore une fois, sacrifier. Vous pouvez sacrifier, et donc si vous pouvez sacrifier dans un abattoir, vous avez de fait un avantage pour certifier votre viande halal. Ensuite sont venues des agences de certification qui ont proposé de certifier des poulets, des produits transformés sur des boîtes, etc. Donc là, on était dans autre chose. Et eux n'ont pas eu il n'y avait pas de raison de leur donner un agrément particulier. Il y avait des raisons pour les grandes mosquées, parce qu'il fallait qu'ils rentrent dans un abattoir et que les abattoirs, c'est très contrôlé, etc. Donc il y avait des raisons vétérinaires. Donc ça a été fait. Et la grande mosquée de Paris a toujours revendiqué le droit donc de faire abattre dans les abattoirs par l'État, et aussi de pouvoir certifier les produits qui en étaient issus. Mais ça, ce sont pourtant 2 activités différentes. Donc c'est un espèce d'abus de pouvoir de la mosquée de Paris, et donc il s'est retrouvé avec des compétiteurs sur le marché halal. C'est important parce que cette certification halal a pris presque immédiatement, et notamment dans les populations qui sont nées en France. C'est-à-dire que ceux qui ont vraiment accroché au halal, à l'identité halal, c'était vraiment les jeunes issus de l'immigration, pas les primo-migrants. Et ça s'est étendu jusqu'à concerner 90% de la population pour ce qui concerne les viandes. Et puis, je sais pas, il y a eu des sondages récents qui ont montré que les musulmans étaient attachés au caractère halal à peu près à
pour toute leur nourriture ou pour les pratiques aussi. Alors, je sais pas si voilà, 85% pensent donc qu'ils doivent consommer des produits licites donc, par rapport à leur religion, chez les musulmans en général. Et quand on sonde en fait les autres religions, c'est 19%. Donc, vous voyez, il y a un écart considérable entre les musulmans et les autres religieux. Tout ça est lié, donc cette convivialité, c'est lié à l'endogamie aussi. 79% des musulmans veulent que les musulmans se marient entre eux, contre 31% pour les autres religions. Donc tout ça, le marché halal a eu quand même un impact très important sur le communautarisme et donc sur le séparatisme. Parce qu'on ne mange pas la même chose que les autres, etc. Tout de suite, ça crée une différence en fait entre les... on voit le sujet dans les cantines, par exemple. Voilà. Mais n'oublions pas que ce ne sont pas les musulmans qui ont créé tout seuls le marché halal, ce sont nos industries. Ce sont nos régulateurs en disant qui peut sacrifier ou pas. Ce sont, vous voyez, donc ils ont vu une niche et ils se sont dit go quoi. Voilà. Vous avez parlé des imams TikTok. Donc là très récemment, il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu, un footballeur français musulman qui s'appelle Adel, qui a 780 000 abonnés sur TikTok quand même, et qui a posté une vidéo où il explique, et ça fait un peu parler, que sa femme ne devra pas avoir d'amis garçons, ne devra pas travailler, faire un métier où il y a des garçons, ne pourra pas partir en voyage sans lui ou sans un homme de sa famille, ne pourra pas porter des vêtements moulants. Et ça a fait parler comme si, en fait, encore, on s'étonnait encore de tout ça. Mais ça révèle pour moi quand même l'influence de ces réseaux fréristes ou même musulmans, tout simplement, sur les réseaux sociaux. Ça date de quand, ce mouvement de prise en main des réseaux sociaux? Comment est-ce qu'il fonctionne? Il faut bien distinguer les influenceurs des imams déjà. Donc, il y a des imams TikTok qui sont vraiment des imams, c'est-à-dire qui ont un minimum de formation religieuse. Bon, après, ils en font ce qu'ils en veulent. Et puis, après, il y a les influenceurs qui sont effectivement de plus en plus nombreux à revendiquer des comportements en tant que musulman. Alors, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il dit mais c'est pas parce que je suis musulman que je dis ça, c'est juste parce que je veux le bien de ma société, qu'il faut protéger les femmes, etc. Mais son discours est parfaitement islamisé. Et ça, c'est vraiment le résultat d'une stratégie d'invisibilisation, je vous en ai parlé au début, des frères. Concret, là. C'est vraiment l'exemple concret. Alors, il dit le corps de ma femme, il est à moi. Bon, moi je pense que dans ce cas-là, il faut un rappel à la loi. Bah non, le corps d'un autre individu n'est à personne. Déjà, je pense qu'il est quand même un peu hors des limites de la loi. Ensuite, il va déballer ses croyances, son contrôle absolu sur le corps des femmes. En fait, en introduisant dans l'espace public un débat qu'on n'imaginait pas avoir il y a 5 ans. Enfin, je veux dire, c'est complètement incroyable qu'on en soit là. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui disent « oui, je suis tout à fait d'accord », d'autres que « ben non, le corps de ma femme, il n'est pas à moi », etc. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Donc le fait même d'être dans la provocation, mais d'arriver à introduire une question comme ça, ça a une incidence en fait sur nos débats, sur notre état d'esprit, sur notre façon de penser les choses. Il introduit dans un débat public des questions sociétales qui ne devraient même pas se poser. Et ça produit des effets. C'est-à-dire, faut pas se dire oh, c'est qu'un idiot, etc. Quand on voit le nombre de vues, alors il y a certainement la moitié des vues qui sont des gens qui sont horrifiés. Il n'empêche que les gens vont voir qu'est-ce que c'est que cette bête curieuse, alors qu'autrefois, on pourrait juste complètement l'ignorer. Mais ça, c'est l'effet buzz. Les jeunes qui sont actuellement au collège ou au lycée, qui n'ont pas forcément encore tout compris à la mécanique, en fait, se retrouvent plongés, parce qu'ils sont tous sur TikTok, plongés dans ces contenus-là. En fait, ça devient quelque chose de banal. C'est ça. Donc, il est possible de parler de ça. Un jour, on parlera de la lapidation. Ouais. Justement, on voit, parce que là, avec la mesure, le début de notre entretien sur cette mesure de juste des imams détachés, en fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de fil absolument partout, en réalité, où il y a une influence qui peut être étrangère aussi sur les réseaux sociaux. Ça peut être
des musulmans ou des influenceurs français, mais aussi des gens qui sont en Algérie, au On Maroc, où avait ils veulent. on avait parlé sur la chaîne d'Agi+, par exemple, Oui, exactement. qui est sur les réseaux et qui a plein d'abonnés en Et France. on Et qu'en voyait fait, même au moment de il y a un l'abaya. indicateur. Au moment de l'abaya, Ouais. il y a eu tout un sujet où les jeunes voyaient sur les réseaux comment en fait cacher un peu son abaya ou son voile pour arriver devant le surveillant, mais après l'enlever une fois qu'on est passé. Enfin, il y a toute une volonté un peu ouais, d'expliquer aux jeunes comment lisser un discours enfin, je sais Une pas. sorte de dédiabolisation, mais de la Oui, religion, assez quoi. enfin, ça dépasse même le frérisme presque, non En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout dépendra de notre capacité à dire oui ou non. Pour moi, on a dépassé la limite quand on dit le corps de ma femme, il est à moi, c'est non. Voilà, c'est non, et ça s'arrête là. On ne va pas discuter de ce qu'il raconte par ailleurs. Il devrait être rappelé à la loi. Donc, ça va dépendre de notre société à prendre conscience du phénomène frériste et de son étendue, qui ne s'arrêtera pas tout seul. Je n'arrête pas de le répéter cette année. Ne croyez pas que ce mouvement va s'arrêter tout seul. Quand je vous disais tout à l'heure, on parlera de la lapidation, vous verrez. Donc, est-ce qu'il faut couper les mains des voleurs? Il y aura des débats là-dessus. Dans mon livre, justement, je parle de ça parce qu'on avait organisé un focus group, c'est-à-dire un groupe de discussion avec Fadila Maroufi, avec qui j'avais fait cette enquête-là. Et on s'était retrouvés avec au début une conversation relativement générale sur le halal, et à la fin, oui, peut-être qu'il faudrait couper la main des voleurs. Et tout le monde était d'accord pour dire pourquoi pas. Donc, et des gens, je dirais, c'était un panel de femmes musulmanes, des plus pratiquantes aux moins pratiquantes. Donc, on s'est retrouvés. Donc, ce qu'on a vu là, on le verra dans l'espace public. On voit bien les excès aujourd'hui de violence incroyables. Et ce qu'on voit, je l'ai dit, ce qu'on a vu le 7 octobre en Israël arrivera en Europe. Parce qu'on est dans ce problème de surenchère. C'est que vous dites ce sera la capacité à dire oui ou non de notre société qui déterminera l'étendue du frérisme. Le problème qu'on rencontre souvent, c'est que quand on commence à dire non, on est accusé d'islamophobie, qui est le terme fourre-tout où on est tous accusés, hein, ça passe par tout le monde, chacun a le droit une fois dans sa vie. Et souvent, du coup, ces influenceurs, pour en revenir à eux, crient à cette victimisation, d'être victime d'islamophobie. Je pense que c'est un peu historique aussi avec les frères musulmans, les frères musulmans qui, en fait, historiquement ont été réprimés. Donc, en fait, il y a eu ce discours un peu victimaire dès le début. Vous avez raison de faire ce lien. Est-ce que, voilà, ma question, donc ça, l'islamophobie, on peut en parler, mais est-ce que vraiment la France est un pays islamophobe, en fait? C'est la question. Non, je pense que, bien sûr que non, il n'est absolument pas un pays ni raciste ni islamophobe, ça c'est tout à fait clair. Ça fait partie de la stratégie des frères musulmans et même de l'organisation de la coopération islamique, hein. Donc des pays musulmans en général, pour accuser l'Occident et le faire reculer, et éventuellement l'influencer. On le voit très très clairement. Je pense que j'ai développé pas mal ça dans mon livre. Bon, mais ça c'est une chose. Après, maintenant, c'est notre sensibilité à la chose. Pourquoi est-ce qu'on se sent si mal d'être accusé d'islamophobie? Pourquoi est-ce que c'est si intolérable quand, par ailleurs, on a tous les éléments pour voir que ce pays n'est ni islamophobe, enfin, je veux dire, chacun peut le voir, ni raciste en tant que tel, ou pas plus raciste que, je dirais, le simple racisme ordinaire qui existe dans absolument toutes les sociétés humaines. Bon, je parle en tant qu'anthropologue, vraiment, l'étranger, c'est toujours quelqu'un qui est moins bien. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Après, le racisme, quand il devient structurel, comme eux le prétendent, ça c'est autre chose. Mais en France, en Europe, on a quand même été protégé de ça. On n'a pas eu l'histoire des États-Unis. Donc là, il y a une importation artificielle de la problématique racialiste des États-Unis en Europe, dont ils se servent, puisqu'ils se servent de tout, du moment que ça épuise en fait notre capacité à réagir. Et je crois que c'est à chacun, parce qu'il aura compris qu'il s'agit d'une stratégie qui est sectorielle, je viendrai tout à l'heure, de savoir résister à ça et d'en rigoler. Après, je ne suis pas islamophobe. Parce qu'en l'occurrence, je me permets, vous me direz après coup si j'ai le droit d'en parler, mais par exemple, vous êtes sous protection policière. On peut comprendre que le terme d'islamophobe fasse peur aux personnes, même qui ne sont pas chercheuses forcément sur le sujet, et qui disent, bon, bah, en fait, je vais éviter parce qu'en fait, c'est vrai que ça peut aller très, très loin. Et donc, forcément, ça bloque, en fait. Oui, c'est vrai, mais c'est là que c'est notre sens citoyen. C'est qu'est-ce qu'on veut.
Qu'est-ce qu'on veut pour nous? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Est-ce que cette forme de résistance est si... Je veux dire, plus on sera nombreux, moins je serai sous protection policière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il nous est mené une guerre à bas bruit. C'est une guerre. Alors pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, c'est un système d'action, le frérisme, qui est chargé d'amener toutes les composantes de l'islam vers l'objectif califal, c'est-à-dire la société islamique moderne. Et il agit par domaine d'action. Donc, les domaines d'action sont l'éducation, l'économie du halal, on en a parlé, c'est les médias, c'est aussi le djihad violent, je veux dire. Tout cela, ils essayent en fait, les frères musulmans, d'orchestrer tout ça, de donner à chacun sa petite musique. Ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent, mais ça veut dire qu'ils essayent à partir des dispositions, des visées de chacun des groupes, de lui donner sens pour que ça aille vers l'objectif. C'est ça que j'appelle le système d'action frériste. C'est pour ça que je ne le confonds pas avec une école juridique ou avec une école théologique. Donc, ils ont des domaines d'action. Tout cela fait partie, en fait, de cette guerre de très basse intensité, puis parfois de basse intensité, puis parfois de haute intensité. Mais pour le moment, on est quand même en Europe dans une guerre de basse intensité, avec derrière une théorie de l'action humaine, c'est-à-dire que tout ce que les hommes doivent faire, ils doivent le faire pour plaire à Dieu. Donc ça prendra le temps que ça prendra, le temps est long chez les frères musulmans, mais on y arrivera. Et quand on voit Adel, ce jeune footballeur, il est sûr qu'il va gagner, que son équipe va gagner. Parce que lui, il pense, c'est un footballeur, lui, il pense l'islam comme une équipe gagnante. Mais alors, justement, on a l'impression un peu que l'Occident, la France en tout cas, comprennent malgré tout peu à peu qu'il y a quelque chose qui se passe et les lois s'enchaînent mollement. On a l'impression que ça ne change jamais rien. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait vraiment nous protéger en fait de ce communautarisme ou en tout cas limiter réellement l'impact rampant qui nous impacte, qui monte de plus en plus dans la société en ce moment? Ce n'est pas les politiques, ça c'est clair. Les politiques, malheureusement, sont trop clientélistes pour faire ce qu'il faut. Peut-être certains, je ne vais pas généraliser, mais enfin, on peut dire que malheureusement, la majorité des politiques ne sont pas responsables vis-à-vis de ce problème-là. Ce ne sont pas les chercheurs non plus, malheureusement, ou à de rares exceptions. Malheureusement, l'université est plutôt wokiste, donc au service, finalement, du frérisme et de l'islamisme en général, qu'autre chose. Ça sera aux citoyens. C'est-à-dire partout où le problème se pose. Parce que bon, de quoi on parle? On parle de choses dont tout le monde parle, en fait. Aujourd'hui en France, je le vois, avec les tonnes de messages que je reçois, tout le monde parle de ça. Qu'ils votent à droite comme à gauche. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il va falloir réagir. Et moi, ce que je dis à chacun, c'est regardez autour de vous ce qui pose problème et dites non. Je veux dire, si on est tous à faire ça, partout où on est, dans le secteur médical, dans le secteur de l'éducation, dans certains secteurs publics, y compris du ministère de l'Intérieur, par exemple, ou du ministère de la Justice, il faut pouvoir dire non. Là où on est, ça n'est pas compatible, ce ne sont pas des pratiques qui sont compatibles avec nos valeurs, avec nos principes, etc. D'abord, ça nous renforce aussi, collectivement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on défend, ça nous oblige à penser ce qu'on défend et comment on va le faire. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, en fait. L'infiltration, l'entrisme, cette espèce de façon de distribuer les cartes à peu près dans tous les domaines, ça prend beaucoup de temps pour eux et ça nous prendra aussi beaucoup de temps à nous pour le défaire. Mais il faut être conscient de comment ça marche. Aucune loi, pour vous, parce que vous dites que ça ne viendra pas du politique, aucune loi pourrait réellement mettre fin à cette avancée? Alors si, il y a quand même des choses qu'on peut faire, comme des rappels à la loi pour ce jeune homme, comme une surveillance mieux faite, en tout cas des prêches, qui sont des prêches assez violents. Il faut aussi, je pense qu'il y a des députés, notamment chez LFI, qui devraient être poursuivis pour certains de leurs propos. Je ne vais pas rentrer dans les détails, après c'est moi qui vais être mis en justice et j'ai vraiment pas besoin de ça pour le moment, j'ai beaucoup de travail à faire. Donc il y a des excitants, il y a des gens qui excitent un peu ce communautarisme et qui lui donnent la force qu'il pense avoir.
Donc interdire les frères musulmans, pour moi, c'est absurde. Ça ne marchera jamais. Ils reviendront toujours par la petite porte. Et puis simplement, il dit déjà qu'ils n'existent pas. Qu'est-ce que vous voulez faire contre des gens qui vous disent qu'ils n'existent pas? Comme le wokisme, quoi. C'est ça. Vous avez vu, il y a Charlie Hebdo donc, qui a été mis en procès et qui a perdu d'ailleurs son procès. Enfin, c'est la première partie. Il y aura une deuxième partie, je crois. Il va faire appel. Où donc la journaliste avait dit, voilà, cette mosquée est proche des frères musulmans. Ce que j'atteste tout à fait. Enfin, pour moi, ça ne fait pas le moindre doute. Eh bien, pour cette raison-là, Charlie Hebdo a été condamné. Pas grand-chose, hein, je crois, mais enfin condamné et a perdu son procès. Si on ne peut plus dire que tel est frère musulman, parce qu'effectivement, ils ne le disent jamais, qu'on ne peut même plus dire qu'ils sont proches des frères musulmans, ça, c'est très, très grave. Parce qu'à ce moment-là, moi, on me met en prison demain. Donc, c'est très, très grave pour la recherche, pour l'intelligence et pour nos défenses immunitaires. Ça, c'est une catastrophe. Donc là, il faut agir. Il faut agir. On verra l'appel, ce que ça va donner. Mais si ça devait... Alors, agir, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est diffuser les connaissances qu'on a sur le frérisme. Donc, ça veut dire aussi qu'à l'université, il faut qu'on travaille sur ce sujet-là. Il faut des budgets pour ça. Il faut des étudiants. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ils sont harcelés. Le livre, souvenez-vous, le livre de Bernard Rougier est fait par des étudiants sous pseudonyme. C'est gravissime. Ça n'est pas acceptable. Il faut qu'on puisse travailler ouvertement sur ce sujet-là. D'ailleurs, moi, je ne ferai jamais un livre collectif avec des pseudonymes. C'est scandaleux. Il faut absolument qu'on puisse parler de ces choses-là avec nos outils scientifiques. On a tout à fait de quoi le faire, mais pour ça, il nous faut des budgets. Il faut que des gens comme moi ne soient pas menacés, bien sûr. Il ne faut pas qu'ils soient mis au placard, parce que c'est ça aussi. C'est que des gens comme moi, il y en a, mais évidemment, leur carrière est complètement brisée. Ils sont harcelés, ils sont menacés. Donc ça, c'est difficile, mais c'est surmontable, à condition de le savoir. Donc ça, si le nouveau Premier ministre veut l'entendre, ce devrait être M. Attal, si j'ai bien compris. Apparemment, vous couperez, si ce n'est pas le cas. Donc, s'il veut bien l'entendre, il y a des choses à faire. Et moi, en tout cas, j'ai des choses à proposer. Très bien. Je sais pas si tu as une question en plus. Par rapport à ce que vous disiez éventuellement, je sais pas, mais une question sur un peu le... à vous entendre par rapport à ce que vous disiez sur certains délais films et sur certaines décisions de justice, parfois on a l'impression qu'on joue presque contre notre propre camp en fait. C'est parce qu'ils auraient réussi suffisamment cet entrisme de mots interdits. Voilà. Oui, je crois. Et puis comme on n'a pas les connaissances, comme on a des politiques assez défaillantes sur ce plan-là et qu'on n'a pas les connaissances scientifiques, les médias ne peuvent pas inviter les experts qu'il faudrait qu'ils invitent parce qu'ils sont accusés d'extrême droite. Enfin, vous connaissez la musique. Et donc, voilà, c'est qu'on n'a pas travaillé sur nos défenses immunitaires parce qu'on n'a pas encore considéré qu'on était dans une guerre de très long terme. Et donc, on ne sait pas s'en protéger. On ne fait pas le lien entre le djihadisme, les abayas, ce qui se passe dans les banlieues, etc. Alors qu'il faudrait faire ce lien. Il existe ce lien. Et si même il n'était pas lié, si même tous ces événements n'étaient pas liés au départ, croyez-moi que les fréristes, eux, vont faire le lien et les utiliser, puisque l'objectif, c'est d'épuiser la démocratie pour la remplacer par une théocratie. Soyons clairs sur les enjeux. C'est difficile parce qu'on s'est laissé faire pendant 30 ans. Donc ça a fait des dégâts et il y a toujours un moment où c'est un peu comme le climat en fait. On est très, très, très en retard. Donc est-ce qu'il faut se désespérer et continuer à polluer et puis on s'en fout, etc. Ou est-ce qu'il faut qu'on prenne des mesures à long terme pour arrêter ce mouvement qui veut la peau de la démocratie. Merci beaucoup. Oui, merci pour votre courage. Merci de nous avoir appris plein de choses. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci à vous. Merci.